Donc, mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. C'est toujours une succession de ce que vous avez déjà étudié en première année, mais avec une autre méthode. C'est un rappel. On va tout d'abord essayer de rappeler certaines définitions que vous avez déjà vues. Par exemple, si on considère un solide sous forme d'un cylindre, en rotation autour d'un axe fixe delta, dans le sens de rotation. Par exemple, l'axe delta est confondu avec l'axe OZ, donc on remarque que tous les points du solide, ils décrivent des trajectoires qui sont circulaires. La trajectoire ou bien le cercle, il diffère par le rayon. On en déduit alors qu'un solide est en rotation autour d'un axe fixe si tous les points du solide décrivent des trajectoires circulaires dont le centre appartient à l'axe delta, qu'on appelle axe de rotation. À travers ceci, ayons rappelé la définition d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. On va essayer de voir certains rappels. Petit 1, comment on arrive à repérer la position d'un point M du solide, puisque tous les points du solide décrivent des cercles, donc le solide il est indéformable, donc il suffit uniquement de repérer la position d'un seul point. Si on prend un plan qui est perpendiculaire à l'axe OZ, par exemple ce plan-là sera OX, OY, et à un point M de ce plan, donc il décrit un cercle autour de l'axe delta qui est confondu avec l'axe OZ ou bien OK. Donc le point M, à l'instant t égale à 0, se trouve au point M0, et à l'instant t, il se trouve au point M à l'instant t. Donc on arrive à repérer la position du point M, soit en utilisant le vecteur position OM est égal à XMI plus YMJ. XM, c'est la projection de M sur l'axe X, YM, la projection de M sur l'axe des Y. Ou bien par l'abscisse curviligne M0M qui est égal à S de T, c'est l'abscisse curviligne qui s'exprime en mètres. Ou bien avec l'abscisse angulaire est égal à OM0, OM qui est égal à θ de T, il s'exprime en radians. Il existe aussi certaines relations pour passer de l'abscisse curviligne à l'abscisse angulaire, ou bien pour passer de l'abscisse curviligne et angulaire à vecteur position, tel que l'abscisse curviligne S de θ égale à M0M est égal à R θ. On détermine aussi que XM, puisque cette distance-là, c'est petit r, donc on a XN est égal à R cosinus θ. De même, YM qui est égal à R puis par sinus θ. Avec ces relations, on peut passer soit de l'abscisse curviligne à l'abscisse angulaire ou bien à coordonnées d'un point M quelconque. Donc petit 2, donc on va par suite petit 2, vitesse d'un point M, ou bien tout simplement vitesse. On va essayer de voir différentes vitesses. Donc petit 2, vitesse, donc il existe, donc petit 2 c'était vitesse du point M, donc il existe deux vitesses, soit la vitesse linéaire petit v qui est égale à ds sur dt, avec s c'est l'abscisse curviligne, il dépend du temps, s'exprime en mètres secondes moins 1. C'est une grandeur algébrique. Elle peut être positive comme elle peut être négative, selon le sens choisi. La vitesse angulaire, de même, est égale à oméga, qui peut dépendre de temps, qui est égal à θ point, qui est égal à dθ sur dt. Il s'exprime en radians par seconde. Quelle est alors la relation qui lie la vitesse linéaire et la vitesse angulaire? Puisque, d'après ce qui précède, on a S de t est égal à R θ de t. Si on dérive de part et d'autre, on aura ds de t sur dt est égal à R dθ sur dt. On en déduit que V est égal à R θ point, ou bien V qui est égal à R oméga. On remarque que tous les points du solide ont même vitesse angulaire, c'est très capital cette remarque. Tous les points du solide ont même vitesse angulaire, mais la vitesse linéaire V, il dépend de R. La même vitesse angulaire, mais V, il dépend de R. Ceci, si on a l'expression de V ou bien l'expression de S, etc. C'est une méthode analytique. Mais si on a un enregistrement, c'est le cas d'un enregistrement, supposons qu'on a l'enregistrement d'un point M quelconque, donc le temps qui s'écoule entre l'enregistrement de deux points MI-1, MI plus 1, ou bien MI-1, MI, ou bien MI, MI plus 1, MI plus 1, MI plus 2, c'est toujours taux, le même intervalle de temps.
On suppose que l'angle balayé par le vecteur position par OM, par exemple, à l'instant MI-1, c'est θi-1, à l'instant MI plus 1, c'est θi plus 1, on définit la vitesse linéaire V qui est égale à l'arc MI-1, MI plus 1 sur 2 taux. Il s'exprime toujours en mètres secondes moins 1. Et la vitesse angulaire, oméga au point MI, est égale θi plus 1 moins θi moins 1 sur 2 taux. Ces grandeurs-là sont positives si on a toujours le même sens. Elles sont négatives dans le sens inverse. Inertie. Ou bien moment d'inertie. Donc l'inertie de la matière, c'est la faculté qu'a le corps à garder son état de mouvement. Si le corps est en translation, on caractérise son inertie par la masse. Mais si le corps est en rotation, on caractérise son inertie par le moment d'inertie J delta. J delta caractérise la distribution de la masse autour de l'axe delta. Vous avez déjà vu au cours de première que J delta est égal à la somme de MI, RI au carré. Donc il s'exprime en kilogrammes mètres au carré. C'est une grandeur qui est toujours positive. Donc J delta est égal à la somme de MI, RI au carré. Dans le cas où le corps est de masse négligeable, c'est-à-dire J delta est égal à 0. On va maintenant essayer de voir l'expression de J delta de quelques corps qui sont homogènes et particuliers. Corps homogènes et particuliers. Et que, dans le cas où on a une tige homogène de masse grand M et de longueur grand L, si l'axe delta est latéral, donc on a J delta est égal à 1 sur 3 ML carré. Mais si l'axe delta se trouve au milieu, si distance est sur 2, donc J delta est égal à 1 sur 12 ML carré. Donc on remarque que l'expression de J delta elle dépend de la position de l'axe J delta, de l'axe delta. Maintenant, c'est de voir dans le cas d'un cylindre ou un disque. On peut dire que le cylindre et le disque sont identiques. Tout simplement, le cylindre il a une hauteur h qui est non négligeable, mais le disque il a une hauteur h qui est négligeable. Mais pour l'expression du moment d'inertie, il est toujours la même. Parce que h n'intervient pas. La distribution de la masse autour de l'axe delta est toujours la même. On peut dire aussi qu'un cylindre, c'est un ensemble de disques. Donc si on a un disque de rayon R de masse grand M, ou bien un cylindre de rayon R de masse grand M et de hauteur h, donc h n'intervient pas, donc on a J delta est égal à 1,5 m r carré. Et dans le cas où on a une masse ponctuelle, qui se trouve éloignée de l'axe delta d'une distance d, on a J delta est égal à m d au carré. Ensuite, on en déduit que J delta d'un corps ponctuel, J delta d'un cylindre, vers J delta d'une tige. Il y a d'autres éléments particuliers. Par exemple, dans le cas où on a affaire à une sphère, donc J delta d'une sphère, donc J delta d'une sphère est égal à 2 sur 5 m r au carré. On a noté aussi que le moment d'inertie est une grandeur additive. Le moment d'inertie est une grandeur additive. Si on a un système qui est composé de plusieurs sous-systèmes, donc on a J delta du système qui est égal à la somme de J delta des sous-systèmes. C'est-à-dire, supposons qu'on a un corps, il est formé d'une tige, il est formé d'un disque, donc on va dire que J delta, si on a toujours le même axe delta, est égal à J delta de la tige plus J delta du cylindre. Par exemple, on va essayer de redessiner un câble. Supposons qu'on a un disque et une tige au milieu qui supporte une masse M1, une autre masse M2, le disque de M grand R, la tige, par exemple, M' L, et la masse M1 et la masse M2. Donc on va écrire J delta du système tout entier est égal à J delta du disque plus J delta de la tige plus J delta de M1 plus J delta de M2. C'est-à-dire J delta est une grandeur additive qui est toujours positive. Par rapport à un axe delta. Donc le moment d'une force, il caractérise la faculté de la force à faire tourner le corps autour de l'axe delta. Son expression,
c'est le moment de la force F par rapport à l'axe delta est égal plus ou moins F multiplié par D. La distance perpendiculaire, c'est la distance minimale entre l'axe de rotation delta et la direction de la force. Il faut qu'elle soit minimale. Donc les unités s'expriment en newton-mètre. La force F s'exprime en newton. D s'exprime en mètres. On remarque que le moment d'une force est une grandeur algébrique. Elle peut être positive, elle peut être négative. Avant de déterminer l'expression du moment, il faut tout d'abord essayer de déterminer le sens arbitraire de rotation. Si la force F fait tourner le corps dans le sens arbitraire, son moment est positif. Si la force F le fait tourner dans le sens inverse, elle est négative. Comme des exemples, le moment de F1, la force F1, la direction, par rapport à l'axe delta, donc D1 c'est cette distance-là. Donc ce n'est pas cette distance, mais c'est la distance minimale entre l'axe de rotation et la direction ou bien la rotation de la force. Donc ce qu'il fait tourner dans le sens positif, donc on va écrire que moment de F1 est égal à F1 multiplié par D1. C'est de voir pour F2, la force F2, le prolongement de la direction de la force F2 coupe l'axe de rotation. Donc cette force F2 est incapable de faire tourner le corps. Donc on dit que le moment de F2 est égal à 0. De même, dans le cas de la force F3 ou bien de la force F4, ils sont parallèles à l'axe delta. Donc F3 et delta parallèles de même sens, F4 parallèles de sens opposé. On remarque qu'ils sont incapables de faire tourner le corps, donc leur moment aussi est égal à 0. C'est de voir pour le moment de la force F5. Donc la force F5, il fait toujours tourner le corps dans le sens positif. La distance D5, le point d'application de la force F5 par exemple c'est ce point-là, mais la distance D5 entre la distance minimale, c'est pour cette raison que je l'appelle perpendiculaire, la distance minimale entre la droite d'action de la force et l'axe de rotation, c'est D5. Donc c'est toujours positif. Donc F, le moment de F5 est égal à F5, D5. Mais pour la force F6, si je tire, ou bien j'applique une force F6, donc il va tourner le corps dans le sens inverse, puisqu'il tourne dans le sens inverse, donc ce sera moins. Par suite, on aura moment de F6 est égal à moins F6 multiplié par D6. Maintenant, ayons fini avec le rappel, donc on va commencer proprement dit le cours. Donc, grand 2, mouvement circulaire, grand 2, mouvement circulaire. Petit 1, mouvement circulaire uniforme. Donc, un mouvement est dit circulaire si la trajectoire est un cercle ou une portion, un arc de cercle. Puisqu'il est dit uniforme, donc la vitesse V est égale constante, on a déduit puisque V est égal à ds sur dt, on a déduit que S de t est égal à Vt plus S0. De même, oméga est égal à constante, puisque oméga est égal à dθ sur dt, on a déduit que θ de t est égal à oméga t plus θ0. Donc ces deux équations-là, on les appelle équations horaires du mouvement circulaire uniforme. Donc on remarque que le mouvement circulaire uniforme, il est périodique. Sa période t, c'est 2πr, le périmètre, sur v. Et n, c'est la fréquence. Petit 2, mouvement circulaire uniformément varié. Petit a, accélération angulaire. Accélération angulaire, définition. L'accélération angulaire, c'est la limite lorsque delta t tend vers 0 de delta oméga sur delta t, avec oméga, c'est la vitesse angulaire. Et puis, par définition mathématique, ceci, c'est la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps, égale en mettant à dθ point sur dt, qui est égal en mettant à la dérivée seconde de l'abscisse angulaire θ par rapport au temps, qui est égal à θ de point. De point, c'est-à-dire au lieu d'écrire comme en maths on écrit f', lorsqu'il s'agit d'une dérivée par rapport au temps, on écrit f point. Vous écrivez aussi en maths f seconde, donc la dérivée par rapport au temps, c'est f de point. Donc, θ de point, c'est la dérivée seconde de θ par rapport au temps. Donc, alpha, l'accélération angulaire, ou bien θ point, comme unité, c'est radian, seconde, moins 2. Ayant défini l'accélération angulaire, on va essayer de voir les équations du mouvement, d'un mouvement circulaire uniformément varié. Puisqu'elle est circulaire uniformément variée, l'accélération angulaire est constante, qui est égale à dω sur dt. On en déduit que oméga de t est égal à alpha t plus oméga 0. Alpha, accélération angulaire, oméga 0, vitesse angulaire initiale.
Et de même, oméga est égal à dθ sur dt qui est égal à alpha t plus oméga 0. On en déduit que θ de t est égal à 1 demi alpha t carré plus oméga 0 t plus θ 0, comme déjà on l'avait vu en cinématique. Conclusion, donc les équations du mouvement sont comme suit. Alpha est égal à constante, s'exprime en radians secondes moins 2. θ point est égal à oméga de t qui est égal à alpha t plus oméga 0, s'exprime en radians par seconde. θ de t est égal à 1 demi alpha t carré plus oméga 0 t plus θ 0. Attention, il y a une confusion très souvent entre les élèves. On écrit delta θ est égal de pi n, oméga est égal de pi n. Mais lorsqu'on écrit delta θ est égal de pi n, psi n c'est le nombre de tours. Delta θ s'exprime en radians. Mais oméga est égal à 2 pi n, n c'est la fréquence et oméga en radians par seconde. Ce sont deux grandeurs qui sont différentes. La première, delta θ est égal à 2 pi n est toujours valable, mais la deuxième, oméga est égal à 2 pi n, elle est valable dans le cas de mouvement circulaire et uniforme uniquement. Relation entre les grandeurs linéaires et les grandeurs angulaires. On va commencer par les abscisses. On a S égale à Rθ. S c'était l'abscisse linéaire et θ l'abscisse angulaire. Si on dérive de part et d'autre, on obtient un V égal à R oméga, relation entre vitesses. Si on met le devoir dans le repère de Freinet. M U N, U est tangente aux trajectoires, les porteurs du vecteur vitesse V. Donc N, la normale, sont perpendiculaires. Donc on écrit que V est égal à VU, la vitesse est toujours tangente aux trajectoires. A est égal à dV sur dTu plus V carré sur R, N, qui est égal à ATU. AT caractérise la variation du vecteur vitesse au module. AN est égal à V carré sur R, caractérise la variation du vecteur vitesse en direction. Récapitulons, donc on a AT est égal à dV sur dt, qui est égal à d sur dt de Rθ point, c'est-à-dire ce R oméga. On en déduit qui est égal à Rθ de point est égal à R alpha. Donc il y a une relation entre l'accélération tangentielle et l'accélération angulaire alpha. Et pour l'accélération normale, à n est égal à v carré sur R, ou bien qui est égal à Rθ point au carré. Attention, dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, AT est égal à 0, mais AN est égal à constante, c'est différent de 0. Dans le cas d'un mouvement circulaire uniformément varié, AT est égal à constante, mais AN est différent d'une constante, parce qu'on a V varie. Relation fondamentale de dynamique de rotation autour d'un axe fixe. Donc cette relation, elle est valable si le corps est en rotation autour de l'axe qui est fixe. Énoncé. Donc l'énoncé c'est comme suit. Dans un repère terrestre galiléen relativement à un axe de rotation fixe delta d'un solide, de moment d'inertie G delta, la somme algébrique, je dis bien la somme algébrique, on va conserver le signe, la somme algébrique des moments de toutes les forces appliquées à un solide en rotation autour d'un axe fixe delta est égale au produit du moment d'inertie G delta du solide par son accélération angulaire alpha ou bien θ de point. On écrit la somme des moments de toutes les forces extérieures est égale à J delta θ de point. J delta, moment d'inertie, θ de point, accélération angulaire, la somme des moments, c'est-à-dire le moment de toutes les forces appliquées. Donc pour appliquer cette relation, on doit faire le bilan des forces et le bilan des moments avant d'appliquer cette relation. Et on va essayer de voir ceci sur une application de certains exercices. Je vous remercie.